Pourquoi les Juifs, les Indiens et les Chinois dominent-ils les finances, la tech, le commerce, voire le e-commerce, alors que la diaspora africaine peine à atteindre ce niveau de puissance? On pourrait dire que c'est à cause du racisme, c'est toujours la cause qu'on donne d'habitude, ou bien le manque d'opportunités, ou même encore un retard économique. Mais il faut savoir une chose, c'est que la vérité est ailleurs, ce n'est pas ces raisons-là. Aujourd'hui, on va voir les vraies raisons et aussi comment la diaspora africaine peut changer cela. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 5 stratégies concrètes pour propulser l'Afrique dans le top 3 des puissances mondiales ou bien des communautés mondiales. Alors tu es prêt? C'est parti! Alors, bienvenue sur la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Ici, nous aidons toute personne qui veut se lancer dans le e-commerce, toute personne engagée qui veut vraiment réussir en te donnant tous les éléments, les informations nécessaires. Alors, si tu es sur cette chaîne, il faut savoir que nous sommes là pour pouvoir donner tous les éléments. Nous sommes un groupe de vendeurs et nous accompagnons aussi des personnes qui veulent vraiment réussir. Alors, les lundis, nous avons les vidéos sur le développement personnel et sur comment développer son mindset parce que c'est très important dans toute activité entrepreneuriale. Et le vendredi, nous avons des vidéos sur des termes beaucoup plus techniques dans le domaine de l'e-commerce en général. Nous avons aussi des lives d'ici à autres, les dimanches. Et dans ces lives-là, nous discutons beaucoup plus avec des acteurs, des vendeurs sur Amazon ou bien sur d'autres plateformes afin aussi de pouvoir discuter et pouvoir aussi parler de certains sujets lié à cela. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, déjà clique sur le lien pour t'abonner et aussi la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Alors, qui domine l'économie mondiale? Actuellement, il y a 3 diasporas qui dominent l'économie mondiale. Alors, si vous allez, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, il y a 3 diasporas. La première diaspora, ce sont les Juifs. Bien évidemment, vous le savez déjà, ils sont présents dans les finances, la politique, Hollywood, la technologie. Ils possèdent Goldman Sachs, Meta, Google, Warner Bros. Leur force, c'est l'argent qui circule dans la communauté. Alors, je vais me répéter, leur force, c'est l'argent qui circule dans la communauté. C'est quelque chose de très important parce que en circulant l'argent dans la communauté, ils deviennent riches. Alors, suivez mon regard, est-ce qu'on fait cela aussi entre nous, Africains? Prenez juste l'exemple dans votre communauté. Si vous êtes en France, vous êtes au Canada, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? On va revenir là-dessus. Deuxième communauté, ce sont les Indiens. Ils dominent la tech, la médecine et le consulting. Par exemple, le CEO de Google, de Microsoft, Mastercard, Adobe, vous allez voir remarquer que ce sont des Indiens. Et si vous allez dans tous les grands hôpitaux, déjà même tous les hôpitaux, que ce soit en Angleterre, partout en Europe, aux États-Unis, même en Allemagne, vous allez remarquer qu'il y a toujours des Indiens qui sont des médecins. Et c'est quoi leur stratégie? C'est l'éducation, plus business et influence politique. Voilà leurs 3 piliers. Vous allez remarquer que dans l'éducation, les Indiens excellent. Dans le business aussi, ils excellent et dans l'influence politique. Remarquez bien, depuis un certain nombre d'années, on voit déjà de plus en plus des Indiens qui prennent des grandes positions, des grands postes de responsabilité au niveau de leurs États. Récemment, le dernier Premier ministre anglais était indien. Nous avons eu lors des campagnes présidentielles de 2000 aux États-Unis, un Indien d'origine bien sûr, qui se positionnait comme étant candidat à la présidence. Et bien dans d'autres pays encore, vous allez voir des Indiens. En Angleterre, vous avez des Indiens qui sont des députés depuis très très longtemps. Donc, ils ont aussi cette influence politique. Troisième puissance communauté de la diaspora, ce sont les Chinois. Alors, ils maîtrisent le commerce, l'immobilier et aussi les chaînes d'approvisionnement. C'est très important. Ils possèdent Alibaba, Shine, Huawei. Et vous savez, leur force, ce sont les réseaux financiers internes. Et aussi, ce qu'ils ont en point commun, pour ces 3 communautés que vous allez remarquer. Remarquez très bien, ils ne cherchent pas des emplois. Ils contrôlent des industries. Voilà ce que je viens de remarquer ici. Je viens de parler de ces 3-là, leur très grande force. Et vous allez remarquer qu'ils contrôlent des industries. Très peu sont ceux qui travaillent. Beaucoup travaillent d'abord pour eux-mêmes, pour leur communauté, et ils contrôlent des points stratégiques. Alors, maintenant,
Pourquoi les Africains ne sont pas dans le top 3? Pourquoi on n'est pas dans ce top 3-là? La première chose, c'est trop de focus sur le salariat. Et c'est un problème majeur. La diaspora africaine est très diplômée, ça on ne le doute pas. Alors, mais où sont donc passés nos grands entrepreneurs mondiaux? Les grands entrepreneurs africains, on les retrouve beaucoup plus en Afrique, mais pas dans la diaspora. Les autres diasporas créent des business, pas juste des carrières. Nous, on cherche à créer des carrières, on cherche à faire carrière sur le long terme, alors que les autres cherchent à créer des business. L'autre deuxième problème de la communauté africaine, c'est le manque de financement communautaire. J'ai bien dit ici que les Juifs, les Chinois ont des fonds privés et font des prêts internes. Les Chinois, par exemple, ont ce qu'on appelle la tontine, où des Chinois peuvent venir prêter de l'argent, ils se prêtent de l'argent entre eux et peut-être aussi avec des taux d'intérêt, mais ça reste dans la communauté, ce qui fait que c'est ça qui les rend forts. Vous n'allez jamais voir ces communautés-là, que ce soit juifs, chinois, indiens, arriver dans un pays et ils vont rester pauvres. Remarquez très bien, il y a des Indiens aussi en Afrique du Sud et vous allez voir que ce sont eux qui plus ou moins contrôlent l'économie. Ils ont quand même des points stratégiques dans l'économie. Et c'est comme ça. Nous les Africains dépendent beaucoup plus des banques qui nous refusent bien souvent des crédits. C'est normal parce qu'on n'a pas de grande force. Et c'est d'abord là le problème. Et c'est comme ça qu'on doit commencer par chercher des choses qu'on doit commencer à résoudre. Le problème numéro 3, c'est le problème qui va beaucoup faire mal, je sais, mais on doit le dire. L'envoi d'argent au lieu d'investir. Nous, les Africains, on est beaucoup plus entrés à envoyer de l'argent en Afrique au lieu d'investir. Vous allez voir une personne qui vient d'arriver, par exemple, en Europe, qui ne s'est pas encore bien établie, qui n'a pas encore même compris comment le système fonctionne, mais déjà est en train de chercher à voir comment aider et envoyer de l'argent en Afrique. C'est pas quelque chose de mauvais, hein. C'est pas quelque chose de mauvais et je ne fustige pas ceux qui sont en train d'envoyer. C'est une très bonne chose, c'est une preuve de responsabilité et ça prouve que voilà, vous avez à cœur d'aider et c'est une bonne chose. Mais alors, vous ne pouvez qu'aider que quand vous êtes en mesure d'avoir le pouvoir économique. Or, on oublie souvent que partout dans la diaspora, il y a un temps d'adaptation. Imaginez-vous que 80 milliards de dollars sont envoyés en Afrique chaque année. 80 milliards, autant pour moi, de dollars. Généralement, ça dépasse déjà le PIB de certains pays africains. Alors, cet argent sert souvent beaucoup plus à la consommation. C'est là où il y a le problème. C'est pas à l'investissement. Cet argent-là va pour régler des problèmes, pour que des personnes, par exemple, s'offrent des cadeaux ou bien pour fêter, pour se soigner, c'est normal, ou bien, je sais pas quoi, mais c'est la consommation en fait. Ça ne sert pas, ça n'investit pas. Imaginez que si 10% seulement allaient dans les entreprises africaines. Imaginez que si les Africains de la diaspora se réunissaient en communauté et décidaient aussi de faire le même système comme les Chinois, c'est-à-dire investir, les Africains peuvent venir prendre des prêts chez soi et investir seulement 10% de cet argent-là, de ces 80 millions-là. Vous allez voir que beaucoup d'entreprises, ça va vraiment rehausser le niveau en Afrique. Donc, voilà déjà un problème vraiment majeur. Vraiment majeur. Et c'est ça aussi qui freine. Le problème numéro 4 des Africains, c'est qu'on ne contrôle aucun supply chain, aucun point d'approvisionnement. Les Chinois, eux, possèdent des usines et la logistique mondiale. Vous le savez tous. On parle ici sur cette chaîne d'e-commerce. Les Africains, eux, achètent beaucoup plus, mais ne produisent pas. Résultat, on reste des consommateurs au lieu d'être des producteurs. Bien, maintenant que nous avons détecté les principaux problèmes que nous, les Africains, ont, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans les top 3 des diasporas des diasporas à succès en Europe ou bien en Amérique? Alors, nous allons voir quelques stratégies. Je vais parler ici de quelques stratégies pour pouvoir changer cela. Parce qu'on ne va pas seulement parler des problèmes. Alors, voici 5 actions pour que la diaspora africaine entre dans le top 3 ou bien aussi qui émerge. Première chose, c'est de créer des réseaux de financement internes. Et ça, on peut le faire, croyez-moi. Moderniser les tontines et faire des fonds d'investissement communautaires. C'est-à-dire investir dans des projets africains, faire une sorte de tontine où chacun peut mettre de l'argent et d'autres qui ont des projets vont le faire. Alors, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Je sais que dans certains pays déjà, c'est déjà en voie et c'est quelque chose vraiment encouragé. Principalement au Canada, les Africains de la communauté canadienne ont commencé déjà à faire cela beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui est très bien et encouragé. On doit le faire encore en grande pompe, donc dans toutes les communautés, dans tous les pays déjà.
Donc, il faut savoir que la diaspora juive finance ses propres entrepreneurs. Il n'y a pas d'autres personnes, ils ne vont pas aux banques. C'est ce qu'il faut déjà savoir. Deuxième chose, c'est de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Les amis, c'est quelque chose de très important. Nous sommes dans des pays capitalistes. Une chose que vous devez savoir, c'est que le salarié est à la base. Si tu es un salarié et que tu ne touches que ton salaire, tu ne comptes que sur ton salaire, alors tu es au plus bas échelle de la chaîne capitaliste. Parce que c'est d'abord, il faut savoir une chose. Quand tu es salarié, l'État vient prélever d'abord son argent à lui avant qu'on te donne le reste. Quand tu es une entreprise, c'est l'inverse. Donc, voilà déjà quelque chose qu'il faut savoir. Et si tu veux savoir comment réussir, tu dois avoir la mesure tu dois être en mesure de contrôler ton argent. Si tu n'as pas le contrôle de ton argent, tu ne peux pas devenir riche. Et quand je parle de contrôle de l'argent ici, c'est afin de pouvoir se payer d'abord soi-même. C'est d'abord la première chose. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une entreprise a le contrôle de son argent parce qu'il se paye d'abord lui-même avant, en fait, c'est-à-dire ses dépenses, avant de donner le reste à l'État sur les payes. Donc, les entreprises, généralement, ne payent que des impôts sur le bénéfice, pas sur les dépenses. Or, l'État, quand tu es salarié, il récupère d'abord les impôts et puis maintenant, c'est toi qui gères les dépenses, si tu veux, avec. Donc, moins de jobs salariés et plus des entreprises créées. Il faut s'inspirer des Indiens. Il n'y a rien de mauvais à copier des Indiens et des Chinois. L'autre chose, c'est de maîtriser les supply chains. On doit arrêter d'acheter uniquement aux autres. On doit créer nos usines d'import-export, créer des réseaux de distribution et ça, on peut le faire. Alors, il faut savoir une chose, par exemple, Alibaba a commencé petit. Donc, pourquoi pas ne pas faire aussi une version d'Alibaba aussi comme ça. Quatrième, exploiter l'intelligence artificielle et le digital. Les amis, c'est très important. Tout le monde est en train d'investir dans l'intelligence artificielle et c'est le bon moment actuellement. On peut aussi apprendre de cela. Alors, l'e-commerce aussi et l'intelligence artificielle et la fintech, voilà les clés du futur. Alors, de cette chaîne, si on parle de l'e-commerce, déjà, ce sont des choses que on peut apprendre à faire si tu es vraiment intéressé et tu es vraiment motivé, ça je veux le dire encore, alors tu peux déjà nous contacter, prendre un rendez-vous et on va pouvoir discuter et voir quelles sont les modalités pour toi, quel est le meilleur système pour toi. Égal où tu te trouves, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois même en Afrique, tu peux te lancer dans le e-commerce. Il faut savoir que c'est la clé du futur. Alors, une chose que je veux dire encore ici pour le e-commerce, c'est que beaucoup ne le savent pas, mais l'Afrique est en train de se développer à grands pas. Et le pouvoir d'achat en Afrique est en train de grandir. D'ici quelques années, vous allez vous rendre compte, vous allez voir, et cette vidéo-ci va être comme ça va être servi, ça va servir de témoignage plus tard. Parce que d'ici quelques années, le e-commerce va être très développé encore en Afrique parce que les systèmes de paiement vont être développés. C'est à nous de le faire. La fintech va pouvoir aider aussi à ficeler des bons méthodes de paiement parce que ça n'existe pas encore assez. L'intelligence artificielle aussi, en investissant à l'intérieur, ça va aussi aider. Mais l'e-commerce va vraiment boomer dans quelques années. Voilà déjà, nous avons quelques plateformes d'Amazon en Égypte, en Afrique du Sud et bientôt au Nigeria. Et ça va bientôt se développer partout. Il faudrait quand même aussi que sur ces plateformes d'e-commerce, là, qu'on retrouve des vendeurs africains. Donc, la septième solution bien stratégique, c'est de penser générationnel. Éduquer nos enfants à investir, ça c'est la première chose. Créer des entreprises familiales solides. Si on applique ces 5 stratégies, on va vraiment changer l'histoire. Alors, moi je suis d'origine camerounaise et une des choses qu'on nous a souvent appris, que les parents nous ont souvent appris et que je dis ici que voilà, il faut peut-être déconstruire cela, c'est que l'école était la meilleure solution. Tout parent disait voilà, il faut aller à l'école, faire des bonnes études. S'il est vrai que c'était quelque chose dans les années 80 où la plupart des pays étaient encore jeunes et avaient besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, aujourd'hui ce n'est plus exactement ça. Alors on ne dit pas que l'école n'est pas bon, mais il faut savoir déjà penser à créer une richesse générationnelle. Penser à créer une entreprise, avoir une vision long terme. Alors, beaucoup de personnes qui veulent se lancer déjà dans le e-commerce, ils viennent souvent me voir et c'est une bonne chose, ils veulent lancer une e-commerce pour avoir une deuxième source de revenus. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais même si vous pensez à avoir une deuxième source de revenus, pensez-y que voilà, cette source de revenus va se multiplier et que vous pourrez créer un business derrière cela que vos enfants pourront aussi vous pouvez laisser à vos enfants, qui eux aussi vont laisser à leurs enfants. C'est comme ça que ces communautés-là ont pu créer des richesses générationnelles et ils sont les puissants aujourd'hui. Alors, les Juifs, les Indiens, les Chinois n'ont pas eu plus de chance que nous, hein, ce qu'il faut savoir. Ils ont juste appliqué ces stratégies-là. Alors, la question est, sommes-nous prêts à faire pareil?
Alors, dis-moi en commentaire quelle est la stratégie qui est la plus importante selon toi. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi et partage. Ciao, ciao.